Il est 20h30 à Paris, vous êtes toujours sur France 24. Dans un instant, on va plus loin avec Richard Verly, correspondant France-Europe du quotidien suisse Blick. Bonsoir à vous. Bonsoir Anthony. Et en face de vous, Gauthier Rybinski, chroniqueur international, ici Bonsoir, Anthony. à France 24. L'espoir aura été de courte durée alors que le Hamas disait accepter l'offre d'une trêve à Gaza. Israël la rejette, dénonçant une version trop allégée. On va y revenir dans un instant. Et ce, alors que dans la journée, l'armée israélienne lançait l'évacuation de l'Est de Rafah. À nous d'avancer main dans la main et d'affronter ensemble les défis pour créer un avenir meilleur. Ce sont les mots de Xi Jinping pour clôturer sa conférence de presse à Paris. Le président chinois en visite d'État en France pour 2 jours. Guerre en Ukraine et relations économiques avec l'Europe sont évidemment au menu. Et on part sans plus attendre à Jérusalem, retrouver notre correspondant Stéphane Amar. Jérusalem où règne ce soir beaucoup de confusion, Stéphane, alors que le Hamas disait vers 19h accepter l'offre que lui avait transmise, l'offre de trêve à Gaza que lui avait transmise l'Égypte et le Qatar. Israël, moins d'une demi-heure après, finalement, donne une fin de non-recevoir, jugeant l'offre trop allégée. Oui, absolument. Il y a une confusion sur la nature de cette offre. Le Hamas, par exemple, a expliqué que dans une deuxième phase de l'accord, après la libération d'un certain nombre d'otages, il y aurait un arrêt définitif des combats. Or, Israël rejette depuis le début cette idée d'une trêve définitive, d'un cessez-le-feu permanent. Benyamin Netanyahou n'a cessé de répéter que même s'il y avait un échange otage contre prisonniers, eh bien, les hostilités reprendraient ensuite jusqu'à a-t-il dit, l'éradication de la branche armée du Hamas. Selon le Premier ministre israélien, le Hamas dispose encore de 3 bataillons à Rafah, qui serait son dernier bastion. Et l'armée israélienne compte aller jusqu'au bout de cette bataille engagée après les massacres du 7 octobre. Alors effectivement, vous le disiez, quelques minutes après cette annonce du Hamas, le gouvernement israélien a rejeté cette démarche, expliquant qu'elle ne portait pas sur la dernière version de l'accord, mais sur une version beaucoup plus allégée qui ne satisfaisait pas aux exigences israéliennes. Et le ministre de la Défense a réaffirmé que l'armée allait entrer dans Rafah. Vous savez qu'aujourd'hui, l'armée israélienne a distribué des centaines de milliers de tracts aux habitants de Gaza pour leur dire de quitter certains quartiers de Rafah où se dérouleraient des opérations militaires. Eh bien, ce soir, selon l'état-major, cette opération militaire n'est pas remise en cause malgré les déclarations du Hamas. Cela dit, il faut le préciser, il y a une partie de la société israélienne qui n'entend pas de cette oreille. Ce soir, Yair Lapid, qui est un des principaux chefs de l'opposition, a au contraire enjoint le gouvernement israélien à envoyer d'urgence une délégation au Caire pour tenter d'obtenir un accord avec le Hamas. Merci beaucoup Stéphane Amar. Le Hamas qui affirme que cette proposition de trêve comprend 3 phases, donc avec l'objectif d'un cessez-le-feu permanent. Et c'est bien là le point d'achoppement, Richard, c'est évidemment la durée de cette trêve. Oui, tout à l'heure, vous utilisiez le mot confusion, c'est quand même l'impression qu'on a. Ce qui semble vraiment très important pour Netanyahou, c'est de mener à bien cette bataille de Rafah. Au fond, c'est ça l'enjeu. C'est y aura-t-il ou pas une bataille de Rafah? Le Hamas... Parce qu'on en parle depuis plusieurs semaines. C'est absolument, vrai que Benyamin Netanyahou a répété qu'elle était programmée, qu'elle était planifiée. Et les experts militaires, il faut le reconnaître, expliquent que si vous n'avez pas cette bataille de Rafah, le Hamas ne sera pas éradiqué militairement complètement. Donc il y a quand même une justification militaire à cette bataille. Sauf que le contexte, il est celui de la tragédie humanitaire et humaine qu'on connaît. Et donc, est-ce que Netanyahou peut encore, face à cette partie de son opinion publique qui veut aussi cesser les hostilités, est-ce qu'il peut continuer à programmer et à mener cette bataille de Rafah? On imagine que l'opinion israélienne qui aujourd'hui est mobilisée, elle le sera encore plus lorsque l'armée israélienne entrera dans Rafah. Donc j'avoue que là, on est vraiment sur un baril de poudre. Si ça ne suffisait pas, le gouvernement israélien vient d'en rajouter. Et cette confusion montre aussi à quel point ces événements et ces moindres déclarations sont à la fois fébriles justement et volatiles. Et l'armée qui maintient d'ailleurs son appel, on apprend ce soir, à évacuer des quartiers de Rafah. Gauthier, ne pas aller à Rafah pour Benyamin Netanyahou, de toute façon, c'est politiquement inenvisageable. On parlait de l'aspect militaire, mais même politiquement, c'est inenvisageable. L'extrême droite ne lui pardonnerait pas.
Il y a plusieurs choses. Il y a à la fois l'aspect idéologique dans ce qu'il peut avoir de plus obtus et de plus ankylosé. L'idée de Netanyahou, qui est d'éradiquer le Hamas, est quelque chose qui n'est absolument pas garanti. On voit bien qu'aujourd'hui, la branche politique, d'ailleurs, alors celle qui se les dort, on pourrait dire, à Doha, au Qatar, dit mais on est là. Et puis d'ailleurs, on a bien vu on était pendu aux lèvres du Hamas pendant quelques jours en disant que vont-ils dire ? Nous prenons le temps d'étudier. Donc ils existent. Ils sont toujours là. C'est déjà quelque chose, c'est déjà une pierre dans le jardin de Netanyahou. Mais la question qui consiste, et je suis d'accord avec Richard, qui consiste à aller frapper Rafah. Est-ce que c'est vraiment dans la perspective d'éradiquer le Hamas, ou bien est-ce que c'est, comme l'extrême droite israélienne le veut, rendre la vie, mais décidément impossible, à tous les Palestiniens pour qu'ils s'en aillent ? Et puis après, débrouillez-vous. Vous vous souvenez que Smotrich, l'un des ministres d'extrême droite, avait dit « Vous, les Européens, vous les aimez bien, les Palestiniens. Bah, accueillez-les. » Bon, donc voilà, il y a cette idée-là aussi de vider Gaza de ses habitants. Et donc de l'autre côté, vous avez le Hamas qui, là aussi, il a encore plastronne. Enfin, tout ça est scandaleux quand même, fondamentalement, en disant, voilà, on envoie notre réponse, on est d'accord, sauf sur le point d'achoppement principal, où là, on n'est pas du tout d'accord. Bon, et en plus de ça, Netanyahou dit, nous allons frapper Rafah. On voit dans quel état les gens vivent. Dernière chose, on voyait ces images tout à l'heure pendant que vous parliez sur la liesse qu'il y avait eu dans les territoires palestiniens. Mais attendez, le Hamas aussi se moque des Palestiniens à travers des communiqués du genre. Il y a là quand même un théâtre d'ombre cynique et auquel, au fond, les masses, parce qu'elles sont enfermées et opprimées, adhèrent. Oui, parce que ce que dit Gauthier est juste. On parle d'évacuation, mais la question se pose, c'est évacuer où, finalement, quand on voit justement les conditions de vie dans lesquelles ces Gazaouis vivent. Vous vous souvenez, il y a quelques mois maintenant, de la réflexion de Joseph Borrell, le haut représentant pour la politique étrangère de l'Union européenne, qui avait dit lors d'une conférence, Israël veut peut-être les envoyer sur la Lune, point d'interrogation. C'est exactement ça. Qu'est-ce que cette population va devenir ? Parce que si l'armée israélienne se met à pilonner Rafah, même si elle demande d'évacuer certains quartiers, il est évident que ça fera des dégâts énormes, colossaux. Donc la question que pose Gauthier, c'est bien celle-là. Est-ce qu'il y a derrière une justification militaire contre le Hamas, la volonté, en fait, de pousser les Palestiniens hors de Gaza? Alors après, il y a un autre élément qui, moi, j'avoue que je n'ai pas la réponse, mais je m'interroge, c'est que vous voyez, on voit ces images de centaines de milliers, dizaines de milliers en tout cas, d'Israéliens dans les rues, quotidiennement, qui réclament à Netanyahou de s'occuper d'abord des otages, qui lui réclament de quitter le pouvoir, et ça n'a aucun impact. Alors là, j'avoue que je m'interroge vraiment. On dit et on répète à juste titre que la société israélienne est démocratique, que le pays est démocratique. Le fait est que pour l'instant, Netanyahou semble toujours tenir. Et justement, oui, un mot, je vous en prie. Parce que il me semble que on a associé trop rapidement ce désamour, ou même cette critique ferme vis-à-vis de Netanyahou, avec une critique du fondement de sa politique. Et je ne suis pas persuadé que ceux qui, par exemple, et à juste titre, sont dans l'angoisse parce qu'ils ont de la famille, ils ont quelqu'un de proche en otage, soient pour autant dans l'hypothèse où leurs proches seraient relâchés, eh bien, ne seront pas pour aller jusqu'au bout, c'est-à-dire bombarder Rafah. Et là, il y a quelque chose... Alors, ça ne veut pas dire... Il y a toute une partie de la société israélienne qui, elle, est vent debout contre tout ce qui a conduit à cette situation du côté israélien. Et effectivement, là, il y a une critique très forte. Mais pour certains, je crois qu'on a déduit un peu vite qu'ils étaient opposés à cette politique au motif qu'ils ne supportent plus Netanyahou. Oui, parce que cette contestation, elle existait contre Benyamin Netanyahou, elle existait bien avant, voilà. Il faut le rappeler, bien avant... dans la question de la Cour suprême, et toute la question est de savoir justement c'est quelle est devenue cette contestation en tant que telle. Oui. Benyamin Netanyahou, qui aussi, on le répète, est revenu plusieurs fois sur le devant de la scène politique, malgré toutes les affaires qu'il avait derrière lui. Ce soir, Benyamin Netanyahou s'est entretenu au téléphone avec Joe Biden, le président des États-Unis, évidemment allié de Joe Biden, qui, comme plusieurs pays, appelle justement à ne pas intervenir à Rafah. Mais au-delà de ça, Richard, quel est le moyen de pression dont bénéficient maintenant les États-Unis ? Il n'y a pas grand-chose. Il y en a d'autant moins que l'aide a été votée. L'aide à Israël, ça c'était une pression. Alors Biden était pour l'aide, mais de fait elle était retenue et c'était un levier sur le gouvernement israélien. Maintenant qu'elle a été votée, cette aide militaire, elle va parvenir à Israël. J'avoue que je vois
Plus tellement. Alors il y a quand même toujours le fait que la parole américaine pèse, elle peut peser lourd, mais sur Benjamin Netanyahou, pour l'instant, elle a plutôt ricoché la parole américaine. Elle n'a pas vraiment entamé sa détermination. Donc on peut vraiment se poser la question, d'autant que toujours le procès, Trump, qui semble pour l'instant plutôt pas mal se tirer de son procès, et vous imaginez si de Manhattan il devait sortir blanchi Trump, alors Netanyahou céderait encore moins. Et on est à 6 mois quasiment d'une élection présidentielle majeure. Gauthier, je vous en prie. D'un mot aussi. Effectivement, on a eu le sentiment maintes fois que Netanyahou jouait la montre, comme on dit, en disant « si Trump est élu, c'est bon pour moi ». Alors c'est vrai, parce que Trump ne viendra pas chercher des poux dans la tête de Netanyahou sur le plan politique, mais comme il est près de la cassette et de ses sous, Trump, peut-être qu'il dira, ça va bien, financer Israël. Vous vous souvenez de ce qu'il avait dit, ces guerres lointaines qui ne nous concernent pas. Donc il peut y avoir cette double détente, celle qui fait que l'Amérique ne se soucie plus de ce qui est commis dans le monde en tant que politique aberrante, mais qui, du coup, se dit, bon, ça suffit, les fonds, maintenant, nous, on les garde. On voit effectivement, Richard, que les États-Unis, là, depuis quelques semaines, quelques mois, commencent à perdre patience vis-à-vis d'Israël. Oui, ils perdent patience, mais ils ne lâchent pas Israël et ils n'en ont pas l'intention. Donc je pense que la difficulté des Américains, enfin parmi les nombreuses difficultés qu'ils ont, c'est que pour l'instant, ils n'ont pas trouvé, je dirais, le minimum de force requis, y compris au sein des pays arabes, pour avancer en direction d'une solution dont ils auraient toutes les composantes. Donc on voit bien qu'Anthony Blinken, il vit dans son avion, il est en permanence dans son avion. Il a fait 7 déplacements dans la région en 7 mois. Il s'arrête dans toutes les capitales. Mais pour l'instant, il ne ramène que des mots. Et tout ça, il faut quand même le redire, c'est à l'avantage de Benjamin Netanyahou, puisque de manière, c'est lui qui, pour l'instant, tient le levier militaire et qui met la pression sur Gaza. On a pensé quand même que les manifestations dans les campus américains allaient pousser Joe Biden à faire pression sur Israël, mais aujourd'hui c'est l'exact inverse qui se produit, parce que Joe Biden a adopté vis-à-vis des campus une attitude quand même très ferme, très intransigeante, et donc ça ne le conduit pas à faire pression sur Israël. Réaction peut-être sur cette contestation qui a gagné plusieurs campus prestigieux pour certains. Elle est à la fois le poil à gratter d'une certaine gauche démocrate, en tout cas qui se prétend de gauche, mais là dans le mouvement qu'on connaît aux États-Unis comme en France, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a quand même un effet. Alors, c'est pas. Dans une moindre mesure, tout de même en France. Oui, bien sûr, dans une moindre mesure. Mais il y a un effet, si vous voulez, l'avènement d'une génération en politique. Et ça donne, évidemment, ce genre d'exaltation parfois absurde. Pour autant, c'est un signe. Parce que cela veut dire quoi ? Ça veut dire que ces étudiants réagissent surtout par rapport à des données de la société américaine. Parce que sinon, en 2020, quand Trump, avec son gendre Jared Kushner, avait élaboré un plan de paix qui était une sorte de... On faisait de la Cisjordanie une zone de libre-échange, ou enfin une zone commerciale même. Que les revendications palestiniennes étaient totalement éradiquées, les revendications politiques. Est-ce qu'on a vu ces gens-là protester contre ce qui était un enterrement, mais alors de 3e ou 4e classe de la cause palestinienne. Non. Donc la cause palestinienne, on sait bien qu'elle draine, qu'elle réunit en convergence un certain nombre justement d'affects, de protestations, aussi d'esprit transgressif, parce que là aux États-Unis, il s'agit bien de dire je transgresse quelque chose, puisque la doxa, c'est soutien absolu à Israël. Bon, voilà, donc si vous voulez, bien sûr qu'il faut le prendre de manière symbolique, mais en réalité, ça n'a pas autant de poids, par exemple, qu'a pu l'avoir la protestation contre la guerre au Vietnam, à une époque où là, c'était une remise en question. Qui est fait, effectivement, non, il n'est pas totalement... Il est loin d'être... Vous voulez dire un mot, Richard ? Non, je crois que c'est tout à fait juste, et puis n'oublions pas toujours cette épée de Damoclès, c'est que cette élection américaine va se jouer dans quelques États, et ce ne sont pas les États où il y a des grandes universités, enfin en tout cas pas tous, où il y a des grandes universités qui protestent. Donc au fond, Joe Biden, à mon avis, ou en tout cas si c'est pas lui, ses conseillers, ils ont une calculette en permanence pour savoir où est-ce que l'impact de ces manifestations sur les campus sera le plus important et découragera les électeurs. Si c'est en Californie, de toute manière peu importe, puisque la Californie sera démocrate et que ce n'est pas là-bas que ça se jouera.
Alors de la guerre à Gaza, il en a été question aussi dans une moindre mesure, là encore, tout à l'heure, lors de la visite, en tout cas de la conférence de presse entre le président chinois Xi Jinping et Emmanuel Macron. 5 ans qu'il n'était pas venu en France, le président chinois qui est à Paris pour une visite d'État, qui est en France plus précisément, pour une visite d'État de 2 jours. Alors il a été reçu dans la journée par Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. C'était à l'Élysée. Ils se sont entretenus ensuite, les présidents chinois et français. Ils se sont rendus aux Invalides pour célébrer 60 années de relations diplomatiques entre Pékin et Paris. Retour ensuite à l'Élysée pour une conférence de presse et un banquet, avant un déplacement plus personnel, dit-on, dans les Pyrénées. Et là encore, évidemment, guerre en Ukraine, guerre à Gaza et protectionnisme économique sont bien évidemment les enjeux. Avant de rentrer dans le fond, peut-être un mot sur la forme, Richard. Cette image, cette séquence où l'on voit finalement le président Xi Jinping reçu, certes à l'Élysée, mais en présence, évidemment, d'Emmanuel Macron, mais d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission. Alors, ce n'est pas la première fois. Vous savez qu'Emmanuel Macron avait même emmené Ursula von der Leyen en Chine. Je dirais qu'il y a 2 manières de voir cette photo. La première manière, c'est de dire qu'il manque un personnage, et ce personnage, c'est Olaf Scholz, le chancelier allemand. C'était sans doute le vœu d'Emmanuel Macron. L'affiche aurait été. Ce sont des questions d'agenda, a-t-on dit à Berlin. Voilà. Mais il est évident qu'Emmanuel Macron se serait davantage positionné en leader de l'Europe s'il avait pu, à Paris, réunir Scholz, von der Leyen et le président chinois. Et l'autre façon de voir cette photo, c'est que quand même, il faut reconnaître que la France, contrairement à l'Allemagne, associe en permanence la présidente de la Commission européenne. Donc de ce point de vue-là, je dirais, Emmanuel Macron, l'avocat de la souveraineté européenne, de l'Europe puissance, il est irréprochable, il fait le job, il associe Bruxelles, donc il faut s'en féliciter. L'Allemagne ferait peut-être bien quelquefois de regarder du côté de Paris. Elle regarde bien en tout cas du côté de Pékin. Ça, c'est effectivement. Le chancelier allemand Olaf Scholz, c'était il y a quelques temps, effectivement, en Chine. Gauthier, Emmanuel Macron qui justement appelle à une coordination décisive sur la guerre en Ukraine, parce qu'évidemment, avec Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, il y a évidemment cette question aussi de la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que Xi Jinping peut vraiment faire plier son allié russe Vladimir Poutine ? Et surtout, en a-t-il l'envie ? Oui, c'est ça le problème. Parce que là, je pense qu'il est... C'est un laboratoire, ce qui se passe. C'est pas mon terme à moi, hein. C'est le terme, je pense, de la direction chinoise. Qu'il y ait cette guerre, alors que Xi Jinping, j'ai remarqué, ne dit pas guerre, il dit cette crise. Vous voyez, l'euphémisme assez dérangeant. Mais qu'il voit, au fond, son allié mener la guerre en se disant, tiens, on va bien voir comment ça tourne, en disant qu'il n'y a pas d'armes chinoises qui sont vendues ou données aux Russes, mais qu'il y a des composants très importants qui entrent dans l'armement. Et voilà. Pas d'implication directe. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit finalement à la fois le service minimum, mais aussi quelque chose qui, dans l'état actuel, signifierait une victoire de Poutine. Il dit qu'il faut qu'il négocie. Pas besoin d'être président chinois pour avoir inventé ça. Mais tout de même, rappelons-nous que quand cette guerre a démarré, ce que disait Xi Jinping, il disait Vladimir Poutine ne fait que corriger une erreur de l'histoire. C'est-à-dire que lui, Xi Jinping, qui a comme obsession justement la modification des frontières, ou le fait qu'on admette ou qu'on reconnaisse, comme Taïwan, qu'on reconnaisse des portions de territoire ou comme indépendantes, eh bien... Dans l'affaire ukrainienne, il disait, voilà, c'est une correction normale de l'histoire. Ça veut dire qu'il y a ce paradoxe et que du coup, ça n'a pas été très productif, manifestement, puisque, je pense que Emmanuel Macron n'était pas dupe non plus, mais que, en ce domaine-là, si vous voulez, tant que les choses n'affectent pas massivement le commerce chinois, Xi Jinping ne bouge pas, tout simplement parce que le commerce et ce qui en découle est aussi une garantie pour son régime. Richard, vous signez cet édito ce matin pour Blick, votre quotidien. Pourquoi Xi Jinping ne lâchera pas Poutine en Ukraine ? Vladimir Poutine a intérêt à ce que la guerre en Ukraine dure ? Alors, Vladimir Poutine, il a intérêt à la gagner. Xi Jinping, pardon. Évidemment. Mais évidemment, c'est ce que vient de dire Gauthier. C'est-à-dire que vous avez... Quelle serait l'équation qui pourrait faire bouger la Chine ? L'équation qui pourrait la faire bouger, c'est si Vladimir Poutine était en difficulté. Si Vladimir Poutine était vraiment mis en difficulté, à ce moment-là, les Chinois qui sont pragmatiques et qui veulent quand même conserver leur place dans le commerce international se diraient, les Occidentaux ont réussi leur manœuvre. Non seulement ils ont contré Poutine, mais ils sont en train de le battre.
combattre, venons vers le camp du vainqueur. Mais c'est que je sache, regardez le front en Ukraine, sur ce plateau, on le dit ces derniers jours, le front en Ukraine, il est à la faveur de la Russie en ce moment. La donne stratégique, en attendant les fameuses armes américaines, elle est plutôt en faveur de la Russie. Et par ailleurs, Xi Jinping a la capacité, il contourne les sanctions, il a ce pays opaque qu'est la Corée du Nord, où officiellement les armes chinoises, il n'y en a pas, sont des armes nord-coréennes, mais qui va aller le vérifier et qui peut le vérifier, c'est une autre question. Donc l'intérêt objectif de Xi Jinping, c'est une guerre qui continue, c'est vrai, qui profite à l'économie chinoise, parce que n'oublions pas que tout ce que les Chinois vendent à Poutine, ils le vendent aujourd'hui au prix fort. Ils ne font pas de cadeaux à la Russie. Et la Russie écoule ses hydrocarbures, or la Chine en a besoin. Je dirais que là, il y a une véritable difficulté pour l'Occident. Et enfin, point important, la Chine, avec son programme Ceinture et Route, qui n'est pas en très bon état, parce qu'il y a des protestations dans pas mal de pays qui se sont endettés. Vous vous souvenez ce qui s'est passé au Sri Lanka il y a quelques mois, les révoltes. De quoi ont besoin les Chinois? Ils ont besoin de compagnies de sécurité qui gardent les investissements sur place et les infrastructures construites par les Chinois. Et à votre avis, qui sont ces compagnies de sécurité? Elles sont russes. Donc au fond, c'est la répartition des rôles. La Russie fait le gendarme et la Chine fait du commerce. La Chine fait le commerce et la Russie fait le gendarme, Gauthier. Oui, sauf que la Chine, c'est vrai, il y a un partage des rôles, une division du travail, comme on dit à l'époque de Taylor, mais là où il y a, me semble-t-il, une contradiction majeure dans l'attitude de la Chine, c'est qu'elle est effectivement, ce qu'on a dit, attachée à l'aspect commercial, au mercantilisme. Très bien. Sauf que, avec Xi Jinping, est apparue quand même la volonté de la Chine d'être autre chose que ça, en quelque sorte de promouvoir ce qu'elle appelle un modèle, c'est-à-dire la manière dont un régime communiste, finalement, a surdéveloppé un capitalisme qui favorise certaines couches et qui promeut certains disent la démocratie libérale. Arrêtons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une tyrannie avec, on sait très bien que si vous n'êtes pas d'accord à Pékin, vous allez déguster. Pardonnez-moi le terme. Donc, il y a ça, il y a ce modèle qu'il essaie de promouvoir. Et d'une certaine manière, parfois, les deux entrent en collision ou sont contradictoires l'un avec l'autre. Et que de ce fait-là, Xi Jinping, par moments, se tient à l'arrêt, mais comme disait Richard, il a les moyens aussi de contourner un certain nombre de choses, donc de jouer un rôle dans un certain camp ou devant un certain parterre et un autre devant un certain autre. Et précisément, il sera après sa visite dans les Pyrénées et en Hongrie et en Serbie, d'abord, deux pays clairement pro-russes. Il sera dans deux pays où il va pouvoir mettre, j'allais dire, le couteau chinois dans la plaie européenne, parce que la Serbie, qui n'est pas membre de l'Union européenne, est très proche de la Russie. La Hongrie, qui est membre de l'Union européenne, ne rêve que d'une chose, c'est d'une paix rapide avec Vladimir Poutine et de laisser tomber l'Ukraine. Donc là, il va être davantage sur son terrain. Il est le grand promoteur, Xi Jinping, et également le financier, le constructeur du futur train à grande vitesse Budapest-Belgrade. Donc il vient avec des choses qui vont aussi plaire aux populations. Et là, il y a un vrai défi politique. Et n'oublions pas que la Hongrie va bientôt assumer la présidence tournante de l'Union européenne. Et puis, dernier élément, Emmanuel Macron, il a quand même des pressions. Et ces pressions, tout comme Ursula von der Leyen, elles viennent des milieux d'affaires qui disent, écoutez, c'est bien gentil de vouloir nous dérisquer de la Chine. C'est bien gentil de vouloir qu'on ferme nos usines, mais vous nous offrez quoi ? Bonne question, parce qu'aujourd'hui, la Chine, pour beaucoup de ces entreprises, c'est la raison d'être économique. Parce que la question du protectionnisme, Ursula von der Leyen a effectivement un peu montré les muscles tout à l'heure, gentiment, vis-à-vis de Pékin. L'Europe, qui sait, alors il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais qui sait que, contrairement aux États-Unis, elle sait toutefois être beaucoup plus pragmatique que les États-Unis. C'est-à-dire, elle sait qu'on n'a pas le choix, il faut faire avec la Chine. Oui, c'est vrai, mais regardons ce qui s'est passé avec la Russie. Regardons l'erreur magistrale. Je me souviens encore de ce que disait le président allemand Frank-Walter Steinmeier, qui dit « Nous sommes, je crois que même le terme était comme ça en allemand, nous sommes plantés dans les grandes largeurs, en essayant de nous dire que Poutine était amendable justement par le commerce, par la réalité. Ça n'est pas vrai. Il y a tout cet aspect affect, et je terminerai d'un exemple là-dessus. Vous parliez de la Serbie et de la Hongrie. Regardez la Serbie, avec un régime qui est nationaliste et effectivement pro-russe. Et dans le même temps, ils disent « Oui, notre intérêt, c'est vers l'Europe ». Mais en même temps, ils vont recevoir avec le tapis rouge Xi Jinping, ils adorent Poutine, et ça veut dire qu'il y a ça aussi, même si c'est en contradiction avec des intérêts très concrets. Une fois encore, on oublie ce qui est de l'ordre du fantasme, de l'idéologie, de l'affect, et pourtant c'est là, et c'est en partie responsable d'un échec magistral qui nous a conduit aussi à la guerre en Ukraine.
Et ce sera le mot de la fin. Merci Gauthier Rybinski, merci à vous Richard Verly, correspondant France-Europe du quotidien suisse Blick. Un mot peut-être avant de se quitter, on en reparlera évidemment dans notre prochaine édition. Cette confusion au Proche-Orient alors que d'intenses bombardements israéliens sont rapportés à un instant sur l'est de la ville de Rafah, alors que l'armée israélienne avait plus tôt dans la journée demandé justement l'évacuation de ses habitants de l'est de Rafah. Plus de 100 000 habitants ont dû évacuer, alors même que l'on sait Israël prévoit évidemment une offensive terrestre sur Rafah. Benyamin Netanyahou le martèle depuis plusieurs semaines, alors que le Hamas disait tout à l'heure accepter l'offre de trêve à Gaza. Israël la rejetait, dénonçant une version trop allégée. On y revient justement dans notre prochaine édition. À tout de suite.